Thank you. Merci beaucoup. Thanks for the introduction, Claudia. Merci pour cette présentation, Claudia. Alors, depuis la découverte de ce virus, il y a 50 ans de cela, on a une incidence au niveau mondial qui est relativement faible, avec moins de 40 000 cas qui ont été confirmés au cours du temps, mais c'est vrai que le taux de létalité est épouvantable et c'est en général plus de 50% dans les épidémies qu'on voit. Ça affecte aussi les familles, les réseaux sociaux, la communauté et les professionnels de santé. Ça perturbe aussi les soins de santé primaires et ça inflige des dommages économiques et sociaux importants au pays. Il y a eu 2 épidémies, 2013 et 2016 en Afrique de l'Ouest. C'est incroyable de penser que c'était il y a 10 ans. Et il y a eu une 10e épidémie en RDC. L'OMS a mis cette maladie sur la liste prioritaire des maladies sur lesquelles il faut des recherches. Et c'est ça qui est une maladie qui pose le plus grand risque épidémique avec l'absence de contre-mesures. Au cours des 50 dernières années, pendant les 40 premières années, on a eu surtout des épidémies en milieu rural. Elles étaient petites, alors que les 2 grosses dernières épidémies, c'était il y a les 10 dernières années, dans des zones rurales et des zones densément peuplées, de gens mobiles. Alors, en dépit de la surveillance, de diagnostic, etc., malheureusement, la mortalité, elle est encore élevée. Sun Tzu tells us in The Art of War to know the enemy. So in order to fight an outbreak, we need to better understand. Pour mieux trouver et combattre l'épidémie, il faut identifier son ennemi, comme le disait un sage chinois. Mais il faut évidemment, pour mettre au point des vaccins et des traitements, il faut se rendre sur place pendant les épidémies. C'est ce qu'on a fait au cours de la 10e épidémie. On a étudié cette maladie pour savoir comment mieux la combattre. Et on a donc eu 2 traitements autorisés. Et on a aussi développé une large base de données de patients avec des données homogénéisées, standardisées comme jamais. Et les orateurs l'évoqueront. C'est la première épidémie aussi où on a utilisé pour la première fois un vaccin en dehors d'un essai clinique. C'est un vaccin qui est utilisé en stratégie vaccinale par anneau, c'est-à-dire qu'on vaccine les contacts des contacts des cas. Ça, c'est bien pour réduire la sévérité de la maladie ainsi que la propagation. Cela dit, cette vaccination en anneau, c'est bien, mais on n'a pas beaucoup de données sur l'efficacité. Il y avait évidemment les données de Ebola, ça suffit, mais c'était encore parcellaire. Donc les études qui vont vous être présentées nous donnent davantage de données pour savoir comment mieux utiliser ce vaccin. Donc, pendant l'épidémie de 2018-2020, il était coordinateur de la riposte contre l'épidémie ainsi que le coordinateur de la riposte contre le COVID. Et s'il y a une épidémie d'Ebola demain, j'espère que c'est Steve que je vais travailler avec. Merci beaucoup, John. Cette session me rappelle l'année 2019-2020 avec toutes les personnes que je retrouve ici qui étaient sur le terrain à Goma pour combattre ce qui était en ce moment-là la plus grosse épidémie d'Ebola dans notre pays. Alors, John a déjà fait les résumés. Ce que je voudrais juste dire, au cours de cette session, nous allons avoir 2 pertinentes présentations sur
la MVE en RDC, particulièrement sur l'impact de la vaccination. Mais ce que je vais dire ici avant toute chose, ce sont les conditions dans lesquelles les données qui sont valorisées ici ont été collectées. Ce sont des conditions assez particulières, mais je dirais des conditions difficiles. Ces conditions faites des conflits armés, d'hostilité de la communauté, de la faiblesse du système de santé, mais aussi ce que beaucoup n'ont pas vu, des méfiances scientifiques. Comment faire de la recherche, collecter des bonnes données pour une maladie qui est considérée comme un complot contre le peuple congolais. Et ce qui est encore plus important, c'est l'abnégation des équipes de transformer cette opportunité qui est rare d'avoir, on ne la souhaite pas, mais avoir une épidémie d'Ebola, c'est une opportunité qu'on doit tenir pour les transformer en opportunité des recherches, en capacité de recherche, surtout lorsque les données qui sont très importantes, qui sont rares, vont permettre, après leur valorisation, à mieux gérer les épidémies suivantes, prochaines, car comme disait Charles Nichols, ces nouvelles maladies vont venir. C'est ainsi que je vais appeler Madame Sophie Meyakin, désolé si je prononce mal, pour nous faire la première présentation. Alors, Sophie Meyakin est une épidémiologiste spécialisée dans la modélisation statistique et mathématique des maladies infectieuses. Elle a rejoint récemment Epicentre en 2023. Elle a travaillé sur plusieurs projets de recherche évaluant l'impact de la vaccination et d'autres interventions sur les épidémies d'Ebola, des choléra et des paludismes. Ce qui est important, c'est que c'est en RDC. Merci. Thank you for the introduction. Merci de cette présentation. Okay. As John and Steve have both said, Comme John et Steve vous l'ont dit, ce vaccin à une dose ZEBOV a été recommandé pour une vaccination réactive lors d'épidémies. Et lorsqu'il y a eu les épidémies en 2018 à 2020, ça a été la première fois qu'on utilisé ce vaccin, plus de 3000 morts lors de cette épidémie. Et c'est donc après d'autres études qui nous avaient montré que la vaccination conférait une efficacité quasi à 100% contre la MVE. On avait eu des vaccinations en nano qui l'avaient montré en Guinée et en Sierra Leone. On a considéré que l'efficacité était de 98% en RDC, mais donc ça, c'était jusqu'en mars 2019. Donc on avait besoin d'efficacité, de connaître l'efficacité de terrain de ce vaccin. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'estimer l'efficacité de terrain du ZEBOV contre la MVE dans des données collectées pendant l'épidémie 2018 à 2020 de MVE en RDC. Alors le design de l'étude, c'est une étude test négative, une étude observationnelle basée sur les cas suspectés de MVE, patients qui se rendent dans des centres de traitement Ebola. Voilà comment ça fonctionne dans la population générale. On va avoir des gens vaccinés, d'autres non. Et certains de ceux-là, à un moment ou à un autre, vont se rendre dans les centres Ebola. Et s'ils correspondent aux critères de suspicion, ils sont testés. Et l'efficacité est estimée en fonction de
odds ratio de ceux qui sont séropositifs et séronégatifs. Les données utilisées ont été collectées dans ces centres Ebola, à savoir des données personnelles, évidemment, le statut d'infection séropositif ou disons positif ou négatif confirmé par PCR, puis le statut vaccinal, donc vacciné ou non, la date de vaccination, ça c'était indiqué par les patients, et puis d'autres variables, à savoir pas d'exposition 21 jours avant la survenue des symptômes, contact avec un cas Ebola et facteur de risque d'exposition. Alors, avant de juger de l'efficacité du vaccin, il a fallu quand même une certaine méthodologie que je vais expliquer, à savoir quels étaient les individus éligibles en fonction de 4 critères principaux. Premièrement, un état d'infection connu, positif ou négatif. Deuxièmement, statut vaccinal, vacciné ou non. Troisièmement, ils avaient été éligibles pour la vaccination, sauf s'ils avaient été exclus, à savoir les femmes allaitantes et enceintes et les enfants de moins de 6 mois, qui à l'origine d'ailleurs étaient inéligibles, mais ça a changé pour les enfants après. Donc c'était les individus entre novembre 2018 jusqu'à 2019, et on a eu en fait 26 438 éligibles, 1 273 positifs, 25 000 et quelques négatifs. On a, quand on n'avait pas des données sur la vaccination, on a imputé les retards à partir des données observées, en répétant cela plusieurs fois, puisque c'était pour mesurer le délai avant survenue des symptômes. Ensuite, nous avons assuré qu'il y avait le même niveau d'exposition à la MVE restreint aux individus qui avaient rapporté un contact avec un cas MVE. 52% des cas et 10% des témoins avaient rapporté un contact avec un cas. Ensuite, appariement entre chaque cas et un témoin en fonction du sexe, de l'âge, de la résidence et du mois de la survenue des symptômes, et on a répété cela plusieurs fois. Et enfin, après cela, on a estimé l'efficacité en utilisant un modèle de régression logistique multivariée avec une estimation définitive associant toutes les incertitudes et les variations dues aux imputations associées aux données manquantes et à l'appariement. Voilà, nous avons donc après cela eu une population avec des vaccinés au moins 10 jours avant la survenue des symptômes versus non vaccinés et qui avaient rapporté avec un contact avec un cas MVE. Nous avions en moyenne dans la population étudiée 309 cas et 309 témoins. En regardant les données, on s'aperçoit que la vaccination au moins 10 jours avant la survenue des symptômes était de 5% pour les cas vaccinés contre 21% pour les témoins, et la proportion exacte variait en raison de cette attribution que nous avions fait pour données manquantes. Et à droite, vous avez la variation pour les témoins et les cas.
Voilà maintenant les estimations d'efficacité vaccinale. Nous avons estimé que 10 jours après la vaccination, l'efficacité contre la MVE était de 84%, avec une incertitude comprise entre 70 et 92%. Nous n'avons pas vu de différence entre l'efficacité en fonction des sous-groupes, sexe, âge ou après la modification du protocole vaccinal, puisqu'on avait là, à ce moment-là, inclus les femmes enceintes et on avait modifié aussi la dose. Certaines de ces analyses de sous-groupes ont été limitées par la taille des échantillons, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, où on avait très peu d'enfants inclus. Et on le voit du coup dans la grande incertitude qui pèse sur ces données. Il y a un effet légèrement positif de la vaccination après 3-9 jours. Certaines de ces variations ou incertitudes dans l'efficacité du vaccin pourraient peut-être être attribuées à l'efficacité, mais on n'a pas une puissance statistique suffisante pour pouvoir le dire. Nous avons aussi fait des analyses de sensibilité pour essayer de comprendre l'impact des données auto-rapportées, à savoir l'éventualité que les gens aient fait des erreurs sur leur statut vaccinal. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que ça pourrait entraîner une sur- ou sous-estimation de l'efficacité, même si d'une manière générale on a noté un effet relativement limité. Nous avons aussi pris en compte des définitions alternatives de l'exposition à la MVE, par exemple facteurs de risque, assistance à des funérailles ou cas rapportés dans la zone de santé de l'individu avant la survenue des symptômes. Mais tout ça aussi, ça a des limites et l'efficacité a été cohérente, quelles que soient les définitions que nous prenions, ce qui veut dire que nos estimations n'est pas vraiment sensibles à la définition que nous avions privilégiée. Et pour résumer, cette vaccination avec le RVSV a été très efficace contre la survenue de la maladie au moins 10 jours après la vaccination, même si c'est un petit peu inférieur à ce qu'on avait vu avant. En tout cas, c'est cohérent avec l'efficacité élevée de Ebola, ça suffit. Et c'est vrai qu'il y a eu des différences en fonction du sexe et de l'âge. Il faudrait quand même davantage de recherche pour mieux comprendre l'efficacité dans les groupes vulnérables, en particulier les jeunes enfants et les femmes enceintes. On n'en avait pas assez dans nos échantillons. Donc cette étude avec un design test négatif observationnel nous a permis d'estimer l'efficacité sur la base des données existantes. Ça nous a permis de comparer l'efficacité de la vaccination tout en évitant les problèmes éthiques des essais de confirmation. Pour les prochaines épidémies, on peut se dire que sur la base de nos résultats, on a une forte efficacité de terrain du vaccin et que cela même dans des conditions très difficiles qu'on a rencontrées en RDC. Nos résultats viennent appuyer l'intérêt d'un usage réactif et ciblé dans les populations à risque en cas de future épidémie d'Ebola. Je voudrais remercier tous ces partenaires qui ont rendu cette collecte possible. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation, cette belle présentation. Maintenant, je vais présenter Rebecca Coulborn, que je connais très bien.
Alors, Rebecca est arrivée en RDC en 2019 pendant la grande crise d'Ebola. Et à l'époque, on venait juste de nous flanquer l'urgence des santé publique des protéines internationales. Et comme conséquence, on a changé la gestion de l'épidémie. À l'époque, Mouimba a été désigné comme coordonnateur national et moi, j'ai été déployé comme coordonnateur de terrain. Et à l'époque, il y avait 15 cas d'Ebola par jour, avec 29 zones de santé atteintes sur 3 provinces, le Nord, Kivu, l'Ituri et les Sud Kivu. Et avec une panoplie de partenaires qui viennent tous avec l'intention d'aider. Il fallait détecter ceux qui venaient réellement pour aider et de ceux qui venaient pour s'aider. Et Rebecca faisait partie de ceux qui venaient pour aider. Donc, elle est titulaire d'un master en santé publique, en épidémiologie, avec une spécialisation en santé internationale et mondiale de l'Université de Michigan aux États-Unis et une licence en biologie de l'Université chrétienne du Texas. Avant de rejoindre son employeur actuel, Épicentre, en 2015, elle a travaillé comme épidémiologiste de terrain pour Médecins sans frontières dans de nombreux pays et comme volontaire du corps de la paix américain au Burkina Faso. Rebecca a également coordonné des recherches cliniques à l'Université de Michigan afin de mieux comprendre les causes des inégalités en matière de santé, ainsi que les interventions et les politiques visant à surmonter ces disparités. En outre, dans le cadre de son travail au département de santé publique du comté de Téhéran, elle a facilité les partenariats communautaires qui ont conduit à la mise en œuvre du premier corps de réserve médicale collaboratif des 4 comtés aux États-Unis pour la préparation aux situations d'urgence à forte capacité. Au cours des 10 dernières années, Rebecca a été déployée sur terrain plus de 10 fois en tant que coordonnatrice en épidémiologie intersectionnelle du MSF pour la réponse d'urgence à Ebola en Guinée, en RDC et en Ouganda. Et je dois ajouter, c'est en partie grâce à sa perspicacité que toutes ces études dont les données ont été collectées il y a plus de 5 ans, on continue à les valoriser. Comme je disais, ces valorisations sont très importantes pour nous outiller pour les prochaines épidémies. Rebecca, vous avez la parole. Merci vraiment, Professeur Steve, pour cette introduction vraiment, vraiment généreuse. Merci. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le taux de létalité des individus qui ont reçu le vaccin contre le MVE. Vous savez que ce vaccin était très efficace pour baisser le risque de MVE pendant la 10e épidémie d'Ebola qui a eu lieu dans la République démocratique du Congo. Une efficacité de 84%. Ça veut dire que certaines personnes qui ont reçu le vaccin vont déclarer la maladie quand même. Et ceci souligne l'importance de décrire l'efficacité du vaccin pour lutter contre la gravité de la maladie et les taux de décès. Pour le premier et les deuxièmes objectifs de notre analyse, nous avons envisagé le temps entre la vaccination ou la non-vaccination et la déclaration des symptômes en fonction du statut vaccinal. Et je vous dirai tout à l'heure quelle définition nous avons donnée au statut vaccinal. Le premier objectif, c'est d'évaluer le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de décès EVD positifs divisé par le nombre total de patients EVD positifs en fonction du statut vaccinal. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer les valeurs de seuil du cycle à l'admission en fonction du statut vaccinal.
Et pour le troisième objectif, nous regardons le temps entre la vaccination et l'administration du traitement spécifique MVE pour explorer toute interaction positive ou négative entre le vaccin et le traitement. Notre analyse est une analyse de cohorte rétrospective qui utilise les mêmes sources de données que celle de ma collègue Sophie, c'est-à-dire la liste compilée des services de santé Ebola. Mais contrairement à Sophie, nous n'avons inclus que les patients MVE positifs. Nous avons aussi regardé toute la durée de la 10e épidémie Ebola dans la RDC. Et je vais vous expliquer maintenant comment nous avons défini le statut vaccinal. Rappelez-vous que la période d'incubation de la MVE est de 2 à 21 jours. À partir de là, nous savons que les personnes qui ont été vaccinées 21 jours ou plus avant la déclaration de leurs symptômes ont été vaccinées avant leur exposition à la MVE. Et donc ça, c'est notre première catégorie de statut vaccinal. Nous savons aussi que les gens qui ont été vaccinés 2 jours ou moins avant la déclaration des symptômes ont été vaccinés après leur exposition à la MVE. Et donc, définir la prochaine catégorie de statut vaccinal va être un petit peu plus compliqué. Cependant, on sait que la protection contre les anticorps arrive 10 jours après la vaccination et que d'autres recherches ont utilisé ce même critère lorsqu'elles considéraient les catégories de statut vaccinal. Donc, nous avons considéré que les personnes qui étaient vaccinées 10 jours ou plus avant la déclaration des symptômes ont probablement été vaccinées avant leur exposition à la MVE. Et ceux qui ont été vaccinés entre 3 et 9 jours avant la déclaration des symptômes ont été classés comme ayant été probablement vaccinés après l'exposition à la MVE. Donc, on regarde maintenant l'analyse statistique. Nous avons calculé le taux de létalité à 95% des patients avec la MVE confirmée en fonction du statut vaccinal, en comparant le taux de létalité avec l'intervalle de confiance. Et les valeurs de nucléoprotéines en fonction du statut vaccinal ont été comparées en utilisant le test de Wilcoxon. L'analyse d'explication stratifiée ont été effectuées pour calculer le risque de fatalité en fonction du traitement reçu et du temps de la déclaration des symptômes à la mission. Nous avons aussi utilisé le modèle de régression de Poisson avec une variance d'erreur robuste. Regardons maintenant le résultat pour notre premier objectif, c'est-à-dire le taux de létalité en fonction du statut vaccinal. Dans ce tableau, nous présentons le taux de létalité et la différence de risque en fonction du statut vaccinal. On va regarder les premières lignes des données qui sont dans ce tableau pour commencer. Parmi les patients qui n'étaient pas vaccinés, le taux de létalité, ceux qui n'étaient pas vaccinés, c'est très important, le taux de létalité était 56,2%. Ça, c'est très différent des patients qui étaient vaccinés en tenant compte du temps entre la vaccination et la déclaration des symptômes. Les patients vaccinés avaient un taux de létalité de 25,1% par rapport à ceux qui n'étaient pas vaccinés, c'est-à-dire que la vaccination diminuait le risque de décès de plus de moitié. Alors, regardons maintenant le moment de la vaccination en regardant les autres lignes de ce tableau. On voit que par rapport aux patients non vaccinés, plus tôt une personne était vaccinée avant la déclaration des symptômes, plus le taux de létalité était faible et il pouvait même descendre jusqu'à 17,5%. Alors, c'est important de voir que la vaccination, même juste 2 jours avant la déclaration des symptômes, après l'exposition à la maladie, lorsqu'un patient était déjà infecté et en incubation, entraînait un risque de létalité de 27,3%. C'est toujours moins de la moitié des patients qui n'étaient pas vaccinés dans notre cohorte, et donc moins aussi que les risques de létalité qui étaient mentionnés dans toute la littérature, dans toutes les épidémies. Ça veut dire que la vaccination, même tardive, est toujours bénéfique pour réduire le risque de décès. Regardons maintenant les analyses ajustées. Dans cette analyse, toutes les estimations ont été ajustées en fonction des facteurs de risque de décès de la MVE qui ont été identifiés dans des études précédentes ou par les experts sur le terrain, c'est-à-dire par exemple la catégorie d'âge, le sexe, le statut de travailleur de santé, le temps entre la déclaration des symptômes et l'admission et le traitement spécifique à la MVE. On voit que ceux qui ont été vaccinés moins de 2 jours avant la déclaration des symptômes ont un risque ratio de 0,56. Plus le risque relatif est faible, plus élevé sera l'effet protecteur.
Ceux qui ont été vaccinés entre 3 et 9 jours avant la déclaration des symptômes ont un risque ratio non ajusté de ratio ajusté de 0,44 et ceux qui ont été vaccinés 10 jours ou plus avant la déclaration des symptômes ont un risque ratio ajusté de 0,40. Donc, dans l'ensemble, on voit que même après ajustement, avec tous les facteurs de risque, par exemple, selon que vous arrivez tôt ou tard, selon que vous recevez ou pas le traitement MVE, la vaccination fait baisser de façon significative le risque de décès pour les patients MVE positifs par rapport à ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et regardons maintenant notre deuxième objectif, les valeurs de seuil de cycle au moment de l'admission en fonction du statut vaccinal. Nous avons évalué ces valeurs en regardant les nucléoprotéines à l'admission. Et ces valeurs étaient beaucoup plus fortes ceux qui avaient été vaccinés 21 jours ou plus avant la déclaration des symptômes. Donc, on avait une indication d'une charge virale d'Ebola plus faible et la valeur médiane était de 30 cycles, donc plus élevée que chez les patients qui n'étaient pas vaccinés, qui avaient une valeur médiane de 21,4 cycles. Ces valeurs de seuil de cycle étaient aussi de façon significative plus élevées, c'est-à-dire une charge virale plus faible, chez ceux qui avaient été vaccinés 10 jours ou plus avant la déclaration des symptômes que les patients qui n'étaient pas vaccinés. Par rapport aux deux groupes précédents, la vaccination tardive avait moins d'effet sur la charge virale, mais entraînait toujours une charge virale inférieure que ceux qui n'étaient pas vaccinés. C'est-à-dire que les valeurs de seuil de cycle étaient plus élevées et donc avec une charge virale plus faible chez tous les patients vaccinés par rapport à ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et ces conclusions sur les valeurs de seuil de cycle peuvent expliquer en partie la capacité du vaccin à réduire le risque de décès. Ensuite, regardons notre troisième objectif, les interactions potentielles entre le vaccin et le traitement. Les anticorps monoclonaux, qui sont le traitement le plus efficace contre la MVE, réduisent grandement le risque de décès chez les patients pour lesquels la maladie est confirmée. Comme nous l'avons vu dans cette présentation, le vaccin RVSV réduit le risque de décès par MVE chez les patients MVE positifs. Il y a la possibilité d'inclure des anticorps monoclonaux et le vaccin RVSV dans une prophylaxie post-exposition. Et pour votre information, le RVSV vaccin et les anticorps monoclonaux ont la même cible virale, c'est-à-dire la glycoprotéine de l'enveloppe du virus Ebola. Et donc, si le vaccin et les anticorps monoclonaux devaient être administrés au même moment, ou très proches en tout cas, on ne sait pas, s'il y aurait un effet antagoniste. Donc nous avons regardé des indications de cela dans notre étude et voyez ce que nous avons trouvé comme résultat. Alors, dans notre étude, le vaccin et les traitements spécifiques MVE n'ont pas été administrés de façon simultanée, mais nous avons pu explorer les interactions potentielles lorsque le vaccin est administré 4 jours ou moins avant le démarrage du traitement, ainsi que le fait que aucun vaccin ne soit administré avant le début du traitement. Les risques ratios ajustés ont été calculés en tenant compte de l'âge, du temps entre la déclaration des symptômes et l'admission et du traitement spécifique MVE. Un risque ratio au-dessus de 1 est considéré comme étant antagoniste, c'est-à-dire qu'il y aurait des preuves d'une interaction négative entre le vaccin et les anticorps monoclonaux, alors qu'un risque ratio en dessous de 1 est considéré comme étant non antagoniste, c'est-à-dire aucune interaction négative entre le vaccin et les anticorps monoclonaux. Donc, par rapport à ceux qui ont été traités mais pas vaccinés, les patients qui ont été vaccinés et traités avec le Regenen ou le MAB 114 ont un risque ratio ajusté de 0,29. Ceux qui ont été vaccinés et traités avec le ZIMAP ou le Remdesivir ont un risque ratio ajusté de 0,73. Et ceux qui ont été vaccinés et traités avec n'importe quel traitement spécifique MVE ont eu un risque ratio ajusté de 0,68. Même si les résultats ne sont pas statistiquement significatifs, probablement parce que la taille des échantillons était très faible, puisque comme tous ces chiffres sont en dessous de 1, on ne peut pas conclure qu'on n'observe pas d'effet antagoniste. En conclusion, la vaccination au RVSV a réduit grandement le risque de décès, même lorsqu'on ajuste pour les variables spécifiques au virus, au traitement contre le virus, au groupe d'âge, au sexe, au statut de travailleur de santé et au temps entre les symptômes et l'admission. On a peut-être un effet observé entre la réduction des effets du RVSV et la réduction des risques. Les patients avec le VD qui étaient vaccinés
avaient des valeurs de seuil de cycle plus élevées à l'admission par rapport aux patients qui n'étaient pas vaccinés. Cette différence augmentait en même temps que le moment entre la vaccination et la déclaration des symptômes. De plus, nos résultats suggèrent qu'il n'y a pas d'effet antagoniste entre le vaccin et le traitement par anticorps monoclonaux, même lorsqu'ils sont administrés à un intervalle de temps très court l'un de l'autre. Il est important de vacciner aussitôt que possible pour réduire le risque d'infection, comme ça a été démontré par ma collègue Sophie. Mais même une vaccination tardive va réduire le risque de complications sévères de la MVE, y compris le décès. La vaccination, mieux vaut tard que jamais. Nos résultats montrent la possibilité d'utiliser le vaccin comme prophylaxie post-exposition. Et c'est très important aussi parce que certains patients MVE positifs mouraient quand même, donc le vaccin doit être envisagé en tant que prophylaxie post-exposition en association avec des traitements spécifiques à la MVE. Et je voudrais remercier nos partenaires, nos collaborateurs et nos patients pour leur contribution à cette recherche et je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you so much, Rebecca. Thank you, Sophie. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Sophie. Yeah, I think, Et the value of these studies je is crois really que that it adds la valeur de cette étude, c'est qu'elle ajoute encore à nos connaissances sur les vaccins Ebola et leur utilisation dans le monde réel. Comme j'ai dit en introduction, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces vaccins et donc c'est très intéressant d'avoir des données de terrain qui nous montrent vraiment, on sait que l'étude en labo montrait une efficacité de 100%, mais qu'en est-il sur le terrain? Comment ça se passe en temps réel? Quelle est l'efficacité de ce vaccin? Et donc là, je crois que la présentation de Sophie nous a montré tout ça. Et puis, Rebecca nous a montré ensuite qu'il n'y a que 48% d'efficacité, mais c'est déjà pas mal. Donc, c'est très intéressant et très important pour les personnes qui développent la maladie, parce qu'on sait que de toute façon, il va y en avoir de plus en plus. Et que le vaccin peut quand même avoir des effets bénéfiques. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on va maintenant pouvoir prendre des décisions plus éclairées lors des prochaines épidémies, je l'espère. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Et qui a la tablette? Bon. OK. Emmanuel. Emmanuel. Non, c'est qui? Vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette présentation assez intéressante par rapport à la vaccination. Moi, c'est Antel, médecin basé à Dakar. Je voulais savoir, est-ce que le vaccin en lui-même, il est aussi autant efficace sur la souche Soudan comme celle du Zaïre? Merci. Professeur? Sinon, je peux... Does anyone want to respond? En fait, le glycoprotéine qui est ciblé dans le vaccin qu'on utilise contre le species Zaïre d'Ebola, ce n'est pas le même que le species Soudan. Mais si vous vous souvenez, il y avait une épidémie en Ouganda en 2022 et ils ont utilisé, ils ont envoyé des vaccins pour être testés dans cette épidémie. Et c'était la première fois dans une épidémie, dans l'histoire des épidémies d'Ebola, qu'on avait des vaccins dans les terrains assez vite pour tester. Comme j'ai dit à l'introduction, il faut tester rapidement dans les épidémies pour avoir des informations, des évidences que les vaccins sont efficaces ou pas. Donc, on a envoyé des vaccins sur le terrain et un de ces vaccins qui était envoyé, c'était quasiment le même vaccin qu'on utilise contre le species Zaïre, mais avec une glycoprotéine qui cible l'espèce Soudan. Mais il n'y a aucune indication que le vaccin qu'on utilise aujourd'hui est protecteur pour des autres espèces d'Ebola. Oui, merci aussi aux présentateurs et aux modérateurs. Je suis obligé. Je voulais revenir sur la dernière partie de la présentation de Rebecca et l'interaction. Depuis quelques années, on a donc ces nouveaux outils, le vaccin, le médicament spécifique. On vient d'écouter sur base des données disponibles en termes d'interaction. Quelles leçons, quel courage ensemble avec l'MSP et l'INRB pour maintenant porter ça en termes de stratégie, modèle décentralisé et autres, dans un timely response, afin de diminuer le caseload. Merci. Oui, Manu, c'est toujours opérationnel. Donc, voilà. D'abord, ce sont des très bonnes informations pour les futures épidémies. On a un vaccin qui est efficace,
même si on vaccine tardivement, les gens vont faire, je résume, des formes moins graves. Deuxièmement, on a des molécules qu'on a aussi expérimentées qui sont bonnes. Mais maintenant, en termes de stratégie, toute stratégie, comme vous savez, doit tenir compte de la disponibilité. Alors, pour le moment, et j'en parlais peut-être hier, l'épidémie nous donne l'opportunité de valider des outils. Mais maintenant, il faut que ces outils soient utilisables là où on en aura besoin. Pour le moment, ce que nous faisons pour la réponse Ebola, nous avons le vaccin qui est utilisé comme en premier lieu pour répondre dès lors que nous avons la confirmation de l'espèce, le Zaïre, et puis les molécules pour les cas qui sont avérés. Donc, je résume, donc on fait le ring autour des cas et puis on traite les patients. Donc, on suppose qu'en traitant, on baisse la charge virale et on fait le ring. Là, c'est comme ça qu'on a contrôlé les 5 dernières épidémies qui ont eu lieu après la grande crise. Maintenant, le grand problème de la stratégie, c'est l'approvisionnement. Si on fait de bonnes stratégies, mais il n'y a pas d'approvisionnement, voilà, c'est un multiplicateur par 0. Donc, c'est là où nous sommes. Alors, il faut que, voilà, qu'il y ait cette réflexion. Et je suis content que MSF toujours soit là pour qu'on continue à réfléchir, voir quelle sera la meilleure stratégie en termes de disponibilité pour qu'on puisse faire face aux épidémies. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Marie Jaspard à Lima. Bonjour Rebecca. Bonjour Steve. Juste, je suis un petit peu plus réservée sur la conclusion, vous doutez bien que je vais parler de ça, sur l'absence d'interaction entre le vaccin et le traitement. Je pense que ce qu'on peut conclure de ce que vous avez très brièvement présenté, c'est qu'effectivement, le fait de donner le vaccin puis le traitement n'inhibe pas l'efficacité du traitement et que les gens meurent finalement moins, ce qui est une très très bonne chose et tout ce qu'on veut. De là à conclure, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction? Je pense qu'il y a un pas supplémentaire à faire parce qu'effectivement, on n'est pas complètement sûr que le traitement n'inhibe pas le vaccin. Et est-ce qu'on est complètement convaincu que le vaccin fonctionne encore malgré le traitement, vu qu'ils ont les mêmes cibles virales? Donc, je voudrais juste mettre cette nuance-là. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi qu'on est très content que le vaccin baisse la mortalité. Après, normalement, un vaccin est supposé baisser l'infection et le nombre de cas. Donc, je pense qu'il faut qu'on ne perde pas complètement de vue cette partie-là. Idéalement, les vaccins qu'on utilise maintenant au sens large pour d'autres maladies évitent la contamination. Et donc, je pense qu'il faut qu'on garde un petit peu ça en tête. Donc, il n'y a pas vraiment de questions, peut-être juste des commentaires. Et par contre, bravo pour vos deux très belles présentations et que c'était très intéressant. Je vous remercie. Okay. Bonjour, je m'appelle Bruno, je suis étudiant. Alors, lors de la vaccination contre l'AMV à la 10e épidémie, je voudrais savoir s'il y avait-il des variations d'efficacité en fonction de l'âge, des sexes et d'autres facteurs démographiques, et si oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces variations? Merci pour cette question. Lorsqu'on regardait l'efficacité du vaccin pour lutter contre la MVE, on a fait plusieurs analyses pour savoir s'il y avait des différences d'efficacité en fonction du sexe et de la catégorie d'âge. Donc, pour les deux, on n'a pas trouvé de preuves très claires qu'il y avait des différences en fait. L'estimation de l'efficacité chez les jeunes enfants, on avait un petit peu moins que pour les adultes, mais ça, c'est assez limité et restreint en raison du petit nombre d'individus qu'on a pu inclure dans ce groupe. Donc, comme j'ai dit, dans l'étude générale, en fait, il y avait 309 cas de tous les âges et nous avons regardé les enfants de moins de 5 ans, par exemple, et on a vu qu'en moyenne, il y avait 21 enfants qui pouvaient être inclus. Donc, c'est pas suffisant pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes sur les différences d'efficacité. Mais sur les résultats qu'on a vus, nous n'avons pas observé de différence significative entre les différents groupes. Une question pour Rebecca. Merci Rebecca pour cette présentation. Un commentaire et une question sur les valeurs CT, parce que vous avez des données là-dessus. Vous montrez qu'il y a un lien entre le moment de la vaccination et les valeurs CT, mais vous n'avez pas
ajuster votre modèle? Est-ce que vous avez essayé de regarder ce lien entre les valeurs CT, parce que la charge virale peut varier? Est-ce que vous avez quelque chose à répondre là-dessus? Je vais laisser Étienne répondre. Je vais répondre en français, Jean-François. Non, la question, c'est que justement, on n'a pas ajusté pour ce que tu dis. C'est parce que c'est dans le causal pathway. C'est-à-dire, si on ajuste pour la CT-value, on ajuste pour quelque chose. On voit déjà que le vaccin a un effet sur la CT-value. Ce qui nous intéressait, c'était de voir si le vaccin protégeait des décès à travers, entre autres effets, mais on n'est pas sûr que c'est le seul, à travers une baisse de la charge virale. Donc, dans le résultat qu'on présente, on n'ajuste pas pour la CT-value pour cette raison-là. Parce qu'on pense que c'est sur le causal pathway en français. Mathieu, tu confirmes ce que l'analyse statistique qu'on a fait ensemble? Tu confirmes, c'est ça? Ça répond à ta question? On peut en reparler. Merci, Étienne. Merci. C'est un peu sur la même ligne. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pour ceux qui étaient vaccinés dans les 2 jours avant le diagnostic, est-ce que vous avez exclu ceux qui avaient reçu des monoclonaux pour votre mesure de... Non. Vous avez ajusté. Oui, mais, et donc, dans cette population, vous en aviez combien qui n'étaient que vaccinés, combien qui étaient vaccinés plus monoclonaux? Parce que là, ça revient un peu à la question précédente, en fait, des 2 précédentes. C'est est-ce que vous mesurez en fait l'effet des monoclonaux ou vous mesurez l'effet du vaccin? Et puis, et un dernier commentaire pour l'Ouganda, juste tu disais que on a pu rapidement déployer le vaccin, sauf qu'il arrivait de mémoire à 72 jours après le début de l'épidémie, il n'y avait plus de cas. Il n'y avait plus de cas, malheureusement. Ouais. Bon, ça c'est autre chose. Alors, pour répondre, parce qu'il y a plusieurs questions. Dans ce que disait Marie, c'était l'interaction possible, l'effet antagoniste qu'on pouvait avoir. Donc nous, on n'avait que 4 jours entre le plus proche. On a pris tous les gens qui avaient reçu vaccin et traitement à 4 jours. On a voulu voir ceux qui avaient reçu vaccin et traitement ou traitement uniquement et voir s'il y avait un effet antagoniste. Par contre, sur l'effet des traitements et le fait d'être vacciné ou pas, en fonction du traitement, on a fait plusieurs analyses. On a fait une analyse stratifiée d'abord, par type de traitement, et puis on a fait une analyse ajustée par traitement. Et toutes les analyses montrent qu'on a un effet indépendant du vaccin, enfin indépendant. En tous les cas, on a un effet qu'il y ait traitement ou qu'il n'y ait pas traitement du vaccin pour réduire la mortalité. Ça répond à ta question? Réduire la mortalité, mais réduire la charge virale. Non, réduire la charge virale, ça c'est autre chose. De toute façon, la charge virale, elle est mesurée avant le traitement. C'est la charge virale à l'admission qu'on montrait uniquement. Bonjour, Pierre-Henri Moury de Grenoble. Il me semble que les antifibrinolytiques font partie, l'acide tranexamique fait partie du package recommandé par l'OMS pour l'Ebola. Est-ce que vous l'avez utilisé, vous l'avez étudié? Est-ce que ça a été pris en compte dans les analyses? L'acide tranexamique, les antifibrinolytiques, pour agir sur la coagulation. Il me semble que ça fait partie du package de l'OMS recommandé par l'OMS. Mais ça dépend du tableau clinique. Je ne pense pas que ça soit utilisé systématiquement. Dans notre expérience, seulement 40%, d'ailleurs moins de 40% des patients présentent l'hémorragie. Donc, je ne pense pas que ça soit de manière systématique qu'on peut utiliser les antifibrinolytiques. Oui, alors moi, c'est très basique, parce que mais si je comprends bien, ce vaccin, malgré tout, même le vaccin administré bien 10 jours avant, il y a 17% de mortalité parmi ceux qui sont vaccinés, bien qu'ils ont reçu ce vaccin, en temps et en heure, il y a 17,5% qui meurent. Non, c'est pas ça? Voilà. Donc, prenons les choses dans l'ordre. Ce qu'a montré Catherine, c'est que 84% des gens qui prennent le vaccin n'ont pas la maladie. D'accord? Ça protège de 84%. Donc il y a quelques personnes qui ont la maladie en dépit du vaccin.
D'accord. Et parmi ces gens-là, néanmoins, le fait d'avoir reçu le vaccin diminue quand même leur chance de létalité de 2 à peu près. Donc comme tout vaccin, il n'est pas complètement efficace, mais il est très efficace. Sophie l'a très bien montré. J'ai dit Catherine, non, je me suis encore trompé. Je suis vraiment désolé. Sophie, ce que Sophie a montré, c'est ça, ce que Sophie a montré, ce qu'elle a confirmé en fait, ce qu'on avait déjà vu, c'est que le vaccin est vraiment efficace pour réduire la maladie. Et en plus, ce qu'on ne savait pas, et c'est la bonne surprise, au moins à 85% dans cette analyse, il y a peut-être 15, c'est ce qu'on suppose, il y en a 15% qui peut-être passent, mais ceux-là, leur mortalité est réduite par le vaccin. Et puis ensuite, si en plus ils sont traités, la mortalité, on ne l'a pas montré, mais ces sous-groupes qui ont reçu le vaccin, qui ont quand même développé la maladie, mais qui sont traités, on avait quoi, 0 décès, hein, qui étaient traités avec le bon traitement. C'est plus clair? Ça, c'est vraiment important. Hein, Okay, I think we are finished. Thank you very much. Très bien, eh bien on arrive à la fin de cette session. Merci beaucoup.